Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la fin du roi Arthur. C'est dans le sang et l'expiation que s'effondre le royaume enchanté de Camelot. Pour arriver à ce résultat désastreux, trahison, incompétence et conflits de génération ont miné les rapports entre le roi et ses fidèles. Vous voulez en savoir plus sur la fin du roi Arthur? Venez avec moi. Autour de la table ronde prennent place des chevaliers, des princes et des rois unis par le même amour de la prouesse et de la courtoisie. L'autorité du roi Arthur, la sagesse de l'enchanteur Merlin et, en un sens, la beauté de Guenièvre sont les garants de cette confrérie aristocratique idéale. Mais comme toute utopie, Camelot s'avère un monde terriblement fragile et voué à une fin tragique. D'un point de vue strictement politique, le système ne peut guère fonctionner, car ces chevaliers ne rêvent que d'aventure et d'errance. Ils passent leur temps à se perdre dans les forêts et les landes, à se faire capturer et partir à la recherche des uns et des autres. Bref, ils ne contribuent en rien au gouvernement du royaume de l'ogre. En outre, la relève des générations n'est pas assurée. Bien qu'elle soit un peu fée, Guenièvre ne donne aucune descendance à Arthur. Il n'a que dans les romans de Percevavus que les couples ont un fils, nommé Lohot, mais qui sera assassiné par que le sénéchal Or. Dans le monde féodal, un état sans héritier n'a aucun avenir. L'équilibre du royaume est d'ailleurs menacé par la disparition de Merlin, que la fée Viviane, son élève, enferme dans une prison invisible. Quant à Arthur, il éprouve de plus en plus de peine à maintenir son autorité sur des chevaliers jaloux et vindicatifs. Que son frère de lait est un être étrangement vil et mesquin qui ne remporte aucun combat, sinon par traîtrise. Si son neveu Gauvin est un chevalier fidèle et sympathique, que dire de ses frères? Agravin, Gueréette et Gariette, souvent dépeints comme des imbéciles vaniteux, ou du néfaste Mordred, tantôt présenté comme le demi-frère, tantôt comme le fils incestueux d'Arthur. Il ne rêve en tout cas que de prendre sa place. En outre, bien des chevaliers ne brillent guère par leur intelligence, à commencer par Perceval, et cette balourdise tous chevaleresque a été popularisée par la série Camelot. Chef de guerre victorieux, souverain loyal et généreux, Arthur domine la confrérie de la table ronde par son prestige et son autorité morale. Il n'aurait guère à se soucier des manigances des uns et des autres, sans la trahison de Lancelot du Lac, le meilleur chevalier. Comme Tristan et Iseux à la cour du roi Marc, Lancelot s'éprend de Guenièvre, et leur liaison n'a rien de platonique. Des rumeurs courent à Camelot, mais au début, tout au moins, le roi ne veut rien entendre. C'est alors que les frères de Gauvin, jaloux de Lancelot, décident de le piéger et s'allient à Mordred pour déstabiliser le royaume de l'ogre. L'affaire éclate comme un coup de tonnerre, car l'honneur d'Arthur, jusque-là sans tache, est désormais engagé avec lui toute son autorité. Quel crédit accorder à un roi cocu? En fait, Arthur n'est plus en mesure de s'imposer comme un souverain au-dessus des partis. Il va redevenir le chef d'un clan affrontant un autre roi, Lancelot, qui a attiré à lui tout son lignage. Virtuellement, la table ronde n'existe déjà plus. Mais les protagonistes du drame n'en prennent pas immédiatement conscience. Arthur nomme ainsi de nouveaux chevaliers pour remplir les places abandonnées par les fidèles de Lancelot et celles des morts. Car des cadavres, il y en a déjà beaucoup trop. Lancelot a mené un hardi coup de main pour sauver Guenièvre du bûcher où l'avait condamné Arthur. Mais dans l'action, tombent les trois frères de Gauvin, et ce dernier jure de les venger. Or Gauvin et Lancelot, unis par des liens d'amitié, constituent ainsi les deux piliers du royaume. Dans une ultime tentative de médiation, Arthur accepte de pardonner à Guenièvre et de la reprendre à sa cour, mais à la condition que Lancelot quitte l'île de Bretagne. Pourtant, au printemps suivant, toute l'armée d'Arthur passe la mer pour continuer la vendetta contre Lancelot. Profitant de la situation, Mordred s'empare du trône et tente d'épouser Guenièvre, qui reste décidément un enjeu de pouvoir. Tenu en échec sur le continent, Arthur se résout donc à rentrer chez lui, mais sans Lancelot, dont il ne veut implorer le secours, et sans Gauvin, blessé à mort. Son armée rencontre celle de Mordred dans la plaine de Salisbury, non loin de Stonehenge. Le massacre est total.
Arthur plante sa lance dans la poitrine de Mordred, qui en retour lui fend le crâne d'un coup d'épée. Agonisant, le roi demande alors au dernier de ses fidèles, Girflet, ou son cousin Bédiver, d'aller jeter Excalibur dans le lac. L'épée était le symbole du pouvoir, et en l'occurrence d'un pouvoir d'origine magique. En la rendant, le roi acte de manière officielle la fin non seulement de son règne, mais aussi de son royaume. Certains ne l'ont pas compris, comme les fils de Mordred, qui cherchent à s'emparer du trône, mais Lancelot se charge de les détruire. Il n'y a désormais plus rien à sauver, et les ultimes rescapés du désastre, Guenièvre d'un côté, Lancelot, Bohort et Lionel de l'autre, finissent leur vie au monastère pour expier leurs fautes. Ainsi finit ce rêve trop beau qu'a été Camelot. Comme on l'a vu, la fin du roi Arthur est loin d'être paisible. Au contraire, elle est faite de trahison, de combats et de morts. Tous les chevaliers de la table ronde finissent par mourir, à part 3 qui survivent et entrent dans un monastère pour expier leurs fautes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.